Monaco face au Covid-19, émission spéciale confinement numéro 3. Moins il y en aura, mieux ce sera. La crise est créatrice, les enfants de Monaco aussi. Bonjour maîtresse, je vais réciter la poésie. L'œuf, une poule sur un mur s'écrie. J'ai fait un œuf dur, le canard dit. C'est bizarre, le coq dit. C'est plutôt rare, le dindon fait les yeux ronds. Et le petit hérisson emporte l'œuf dans sa maison. Claude Clément. Bravo. Voilà, le petit hérisson emporte l'œuf dans sa maison et il reste dans sa maison. Le petit hérisson, comme tout le monde. Merci bonhomme pour ce poème. Comme lui, rejoignez le réseau Malizia et partagez vos messages, vos vidéos, soit en les postant sur les réseaux sociaux avec le hashtag réseau Malizia, soit par email. Dans quelques minutes, nous serons avec le basketteur de la Roca Team, Paul Lacombe, qui vit en confinement et en profite pour jouer aux petites voitures avec son fils. Martin Perronnet, le patron de Monaco Télécom, sera également avec nous. Il nous expliquera comment il adapte le réseau face aux modifications majeures de consommation, notamment provoquées par le télétravail. Puis nous serons en duplex avec le CHPG, avec sa directrice Benoîte de Sévelinge. A-t-elle de la visibilité sur ce qui nous attend? Les capacités d'accueil seront-elles suffisantes? Nous aurons beaucoup de questions à lui poser. Dans les infos du jour, ce communiqué rassurant du Palais qui assure que la santé du souverain n'inspire aucune inquiétude. Un communiqué signé de la main du prince avec ce message: patience, confiance, courage, solidarité. Bonsoir Alexandra Pani. Alexandra, un point info avec vous et vous avez apparemment une bonne nouvelle, on en a besoin. Bonsoir Yann Anthony. Effectivement, nous débutons ce point d'information avec une nouvelle rassurante. Le premier cas positif au coronavirus en principauté, identifié le 28 février dernier, un jeune résident d'une vingtaine d'années, est aujourd'hui guéri. C'est donc une bonne nouvelle. C'est l'occasion de rappeler encore une fois la nécessité d'observer les mesures de précaution et les gestes barrières. Je vous propose à présent de revenir sur la session extraordinaire du Conseil national. Les élus se sont réunis jeudi de manière exceptionnelle et ont voté à l'unanimité une résolution visant à soutenir la lutte contre le Covid-19 et à accompagner les résidents, l'ensemble des actifs et des acteurs économiques de la principauté. On en écoute un extrait. Les conseillers nationaux signataires unanimes ont pris la décision de soumettre au vote de l'Assemblée et d'adopter solennellement et publiquement la présente résolution. Vu l'article 91 du règlement intérieur du Conseil national, les conseillers nationaux signataires de la présente résolution demandent au gouvernement, premièrement, en matière sanitaire, de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires afin de protéger les capacités d'accueil de nos établissements de santé, en particulier des lits de réanimation, de soins intensifs et de pneumologie, pour prendre en charge les patients les plus sévèrement atteints dans les prochaines semaines. Cela concerne le centre hospitalier Princesse Grace, le centre cardio-thoracique de Monaco et l'Institut monégasque de médecine du sport qui doivent coordonner leurs actions. Mais aussi l'anticipation du pic de contamination, l'accès aux derniers traitements antiviraux ou encore l'approvisionnement en matériel nécessaire à la protection des personnels mobilisés. Plusieurs actions donc en matière sanitaire, mais aussi en matière de confinement, notamment la suspension immédiate des chantiers publics comme privés de la principauté, des volets concernant la famille et l'éducation, le domaine social et l'économie ont aussi été abordés. Et pour ceux qui le souhaitent, l'intégralité de cette résolution est disponible sur le site internet du Conseil national. Merci Alexandra. Il mesure 1m95, il joue arrière ou ailier dans l'équipe de basket de Monaco, il joue aussi en équipe de France, mais en ce moment, il est confiné chez lui. Bonsoir Paul Lacombe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, d'abord, je parle aux sportifs. Je me souviens que fin janvier, vous étiez fait mal au petit doigt. Est-ce qu'il va mieux, votre petit doigt? Malheureusement, oui, il va mieux. Malheureusement, dans le sens où, pour l'instant, avec la suspension des matchs, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, il va mieux, au moins, je suis assez tranquille à la maison.
Parce que ça vous éloignait plus ou moins des terrains pendant 6 semaines, ce problème de petit doigt. Du coup, j'avais pu revenir un peu plus tôt. Voilà, c'était entre 6 et 8 semaines et j'étais revenu après 4 semaines. J'avais pu faire 2-3 matchs avant la coupure. Donc voilà, mais c'est vrai que les matchs que j'ai faits, c'était encore un peu handicapant. Vous êtes un athlète, un sportif de haut niveau. Quand on est confiné comme ça, comment est-ce que vous restez en forme? Bah, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, on prend des astuces un peu à droite à gauche pour faire ce qu'on appelle du renforcement musculaire. Forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour tenir la forme, mais c'est déjà un premier pas. Ensuite, on a la chance au sein du club d'avoir un préparateur physique qui nous donne pas mal d'exercices et qui a deux, trois machines qui peuvent aider, notamment ce qu'on appelle le BFR. Et voilà, j'ai accès à cette machine qui peut aider à entretenir le physique un petit peu, mais rien ne remplace à la réalité du terrain. Mais voilà, au moins, ça permet de garder une certaine forme, oui. Bon, vous dribblez pas dans le salon ou sur le balcon parce que sinon vos voisins ils vont devenir fous là. Non, non, malheureusement, non, on ne dribble pas, on peut pas faire ça malheureusement. Ah, c'est ce D'accord. qui manque un peu, ouais. Vous restez en contact avec vos coéquipiers? Oui, oui, régulièrement. J'étais avec, on s'écrit quand même quasiment tous les jours pour essayer d'avoir de nouvelles informations, pour suivre un peu l'évolution des choses. Et puis mine de rien, les coéquipiers sont devenus des amis, donc voilà, on prend des nouvelles. Je sais qu'il y a eu un heureux événement parmi l'équipe, Eric Buckner qui vient juste d'avoir son petit garçon hier. Donc voilà, par rapport à ça, on reste toujours en contact. Et le coach, il vous tient à l'œil? Sacha, comment il fait Le, là le pour... coach nous tient à l'œil. Il a envoyé un message au début de la quarantaine pour dire de faire attention et d'essayer de faire des efforts physiques, de rester en bonne condition, enfin, du mieux qu'on peut. Et hier, il nous a encore écrit parce qu'il ne sait pas se détacher du professionnalisme et de son équipe. Donc, il nous a encore écrit hier pour nous dire de faire attention, de se tenir prêt. Ouais. Bon, très bien. Maintenant, ça, c'était le sportif. Le père de famille, Ouais. c'est très amusant parce qu'on voit que vous postez sur les réseaux sociaux des vidéos de vous avec votre fils, notamment, qui s'appelle Ouais. comment? Camille, Camille, Voilà. Et tiens, on la regarde justement, cette vidéo. ça marche. C'est l'avantage d'avoir un garçon. Vas-y, on te regarde, vas-y. Wouah! Bon, donc vous êtes le spécialiste du Hot Wheels, Paul Ouais, Lacombe. c'est ça, ouais. Il est encore Pourquoi un peu petit pour faire tout seul, donc je l'aide un peu. Et je sais pas qui s'amuse le plus entre les deux. Et du coup, ça fait notre petite quotidienne. Voilà, on essaie, moi, j'essaie de réfléchir à de nouvelles choses. Et ça l'amuse, ça l'occupe pas mal de temps. Donc, c'est l'essentiel. C'est vrai que dans ces moments-là, faut trouver des choses à faire. Je vous lance un défi, vous seriez capable de reproduire le circuit du Grand Prix de Monaco ou pas en Hot Wheels? C'est le but, vu que Ah, malheureusement il a été annulé, on va essayer de s'y pencher pour y arriver. Non, mais voilà, je pense que voilà, on va essayer de faire plus en plus grand à chaque fois de nouveaux circuits pour prendre du plaisir. pour comprendre votre vie en confinement, vous n'êtes pas de Monaco, vous êtes de Vénissieux. Ouais, c'est ça. C'est difficile de vivre loin de sa famille. C'est pas forcément difficile pour moi ou que ce soit pour ma femme parce qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans un peu moins de 10 ans, ça fait 7-8 ans qu'on est parti de Lyon. Ma femme est de Nice, donc déjà, c'est un peu plus facile pour elle, mais certes, même si on n'est pas avec ses parents, voilà, le contact est assez proche. Mais nous, on a quand même l'habitude, on vit une vie où on a l'habitude d'être sur la route et loin de ses proches, donc c'est pas un problème, même pour mes parents. On est régulièrement en Skype ou en FaceTime pour prendre des nouvelles, pour passer un peu de temps, pour forcément qu'ils voient un peu les enfants grandir aussi. Voilà, donc pour nous, vraiment, c'est pas un problème. Tant qu'on sait qu'ils vont bien, c'est l'essentiel. Paul Lacombe, héros de la Roca Team et de l'équipe de France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci Bien, à vous à très de bientôt. m'avoir fait partager ces moments. À bientôt. On vous retrouve, Alexandra, pour un point sur les infos pratiques.
Vous l'avez vu, confinement ne veut pas forcément dire arrêt des activités. De nombreux coachs sportifs proposent aujourd'hui des cours gratuits en ligne. La Good Mood Factory, basée à la Condamine, a lancé par exemple des sessions de yoga sur leur chaîne YouTube. Et sachez que sur Monaco Info, nous vous proposons tous les jours à 10h30 nos émissions Coach You et Sunshine Yoga. Sur les réseaux sociaux, l'on se mobilise également pour s'occuper. De nombreux groupes se sont créés récemment, notamment autour de recettes de cuisine à partager. On vous invite à faire un tour du côté du groupe intitulé tout simplement « À table » où les membres partagent recettes et astuces. Et parce qu'il n'est pas toujours évident de rester éloigné de ses proches trop longtemps, de nouvelles applications ont vu le jour pour maintenir un lien social. House Party, par exemple, nous permet de nous regrouper virtuellement jusqu'à 8 personnes pour pouvoir retrouver ses amis en toute sécurité dans notre salon ou recréer le traditionnel dîner de famille animé. Nous vous parlions de la mise en place dans certains supermarchés d'une plage horaire dédiée aux aînés. Eh bien, sachez qu'une caisse pour le personnel soignant a également vu le jour dans certains commerces pour fluidifier leurs allées et venues. Et du côté du petit écran, Monaco Télécom propose une offre étoffée avec 28 chaînes gratuites supplémentaires. De quoi bien s'occuper. Merci Alexandra. Monaco Télécom, justement. Nous sommes en duplex avec le patron de l'opérateur monégasque. Bonsoir, Martin Perronnet. Bonsoir, Yann Merci Noguès. beaucoup d'être avec nous. Bon, vous vous retrouvez avec toute une population captive chez elle, en confinement, qui a besoin de divertissement. Qu'est-ce que vous faites pour nous offrir des programmes ? On a été chercher 28 chaînes dans les chaînes payantes que nous avons, en essayant de faire un panachage avec des chaînes de cinéma comme Paramount par exemple, ou des chaînes pour enfants comme Nickelodeon, ou des chaînes sur certaines thématiques. Et on a fait un bouquet de 28 chaînes qui sont entièrement gratuites pour tous les résidents à Monaco. Alors concrètement, maintenant, le télétravail. Étant donné que les gens sont confinés chez eux, on leur dit si vous pouvez éviter de vous rendre sur votre lieu de travail, essayez de travailler depuis chez vous. En quoi ça change la donne pour un opérateur tel que vous, ce télétravail ? Alors, ce qu'on constate, c'est que le niveau d'utilisation des réseaux fixes est en train de monter de façon significative, avec deux éléments. Première chose, effectivement, les gens étant chez eux à Monaco, ils consomment plus de bandes passantes. Mais là, de ce côté-là, on est relativement serein. Tout le monde a 1 gigabit par seconde disponible chez lui, donc on n'a pas trop de soucis. Deuxièmement, il y a le télétravail qui est en train d'augmenter. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont des pendulaires, qui viennent à Monaco tous les jours et qui, là, aujourd'hui, sont en France et doivent continuer à travailler. Là, ce qu'on a fait, on a fait deux choses. On a, d'une part, considérablement augmenté nos liens, nos interconnexions avec les grands opérateurs français. Deuxième chose, on a, pour toutes les compagnies qui ont des accès Internet dédiés, en fibre dédiée, on a, et qui ont jusqu'à 100 mégas de bande passante garantie pour eux, on a doublé gratuitement leur bande passante pour qu'ils puissent faire face à l'augmentation de la demande, de leur demande dans le télétravail. D'accord, vous l'avez doublé gratuitement, d'accord. Oui, gratuitement, c'est une initiative à laquelle on a pensé dès la fin de la semaine dernière en se disant que sinon ça allait pas être suffisant pour les uns et les autres. Comment vous fonctionnez vous-même en interne, votre call center, est-ce qu'il opère par télétravail ? Voilà, alors nous, on est quasiment tous chez nous. Regardez, moi, je suis chez moi, là, aujourd'hui. La plupart de l'entreprise, on a réussi à mettre toute l'entreprise en télétravail. On n'avait pas prévu quelque chose d'aussi important, d'aussi majeur dans nos plans de continuité. Pour autant, ça a été fait dès lundi soir. Tout le monde était chez eux. Le call center, ils répondent de chez eux. Alors, normalement, ça répond très bien. Il faut que je vérifie sur certaines fonctions que tout ça continue à fonctionner avec la même continuité. Mais j'ai encore eu pas mal d'échanges avec eux là, ne serait-ce qu'il y a une demi-heure, et ils sont tous au boulot. Il y a par contre quelques personnes qui doivent qui sont sur place. Il y a la supervision évidemment du réseau, le centre névralgique qui regarde que tout fonctionne en permanence, et Dieu sait que c'est important que tout fonctionne en ce moment. Et puis il y a les gens qui doivent intervenir. C'est intéressant, Martin Perronnet, ce que vous dites, parce qu'effectivement, une société comme la vôtre envisage différents scénarios. Le pire, donc vous parlez de
plan de continuité, vous avez finalement des schémas de crise. Est-ce que vous aviez imaginé une crise d'une telle ampleur? Alors, on avait fait des plans de continuité déjà pour les précédentes crises sanitaires. Donc, on n'est pas parti de zéro. Deuxièmement, on sait aussi que les systèmes d'information évoluent à toute vitesse. Et donc, on avait des outils à notre disposition cette fois-ci qu'on n'avait pas il y a quelques années. Évidemment, on avait été un des premiers à Monaco aussi à faire du télétravail. Donc, tous ces outils-là, on les avait à peu près testés. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'on devrait mettre également, par exemple, le call center, le service client en télétravail ce soir. C'était pas quelque chose qui était envisagé jusque-là. Merci beaucoup Martin Perronnet, à bientôt. À bientôt. Alors que l'on fait tout pour endiguer la propagation du coronavirus entre nous, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus que lui qui circule, semble-t-il, le best-of des réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que les chiens, eux, en tout cas, ils ont le plaisir d'avoir leur maître à la maison toute la journée. Je crois que ma chienne n'a jamais été autant sortie par mes filles. Elle est en première ligne dans cette crise, c'est la directrice du CHPG. Bonsoir Benoît de Sévlinges. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. Combien y a-t-il de cas aujourd'hui en principe? 11. 11 personnes, d'accord. 11 personnes ont été testées positives. Il y a probablement beaucoup plus de cas en principauté qui ne sont pas testés car asymptomatiques ou peu symptomatiques. À l'hôpital, on a testé 11 personnes positives. Quelle tranche d'âge? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes? Que sait-on sur ces personnes? Alors, hommes-femmes, je vous avoue que je n'ai pas fait très attention, mais on doit être pas très loin de la parité. On est entre 30 et 76 ans. D'accord. Alexandra Pani nous disait tout à l'heure dans son point info, nous donnait cette bonne nouvelle. Il y a eu un patient guéri du coronavirus à Monaco. Oui, il n'a plus de symptômes. Qui n'a plus du tout de symptômes et qui a été guéri comment? Alors, ce patient, ça a été notre premier cas positif. À l'époque, on envoyait les patients à Nice. Il a été hospitalisé pendant une petite semaine et il est rentré à domicile sur le modèle de tous les gens qui sont en réalité confinés à domicile quand ils présentent des symptômes peu graves. Il a passé sa période de confinement. De mémoire, il a été testé positif le 28 février. On est le 20 mars, il n'a plus le moins de symptômes, plus aucune gêne respiratoire, donc il est considéré comme guéri. Il peut retourner à la vie normale, sauf que depuis, la vie est passée au confinement. Effectivement. Vous avez dit qu'il y avait donc 11 personnes testées positives à Monaco. Vous testez qui? Alors, aujourd'hui, on ne teste plus que 2 types de personnes. Des personnes qui présentent des symptômes et qui pourraient nécessiter une hospitalisation. Donc, l'objet étant de pouvoir les traiter le mieux possible immédiatement. Donc, en fait, c'est des gens qui vont rentrer pour... très souvent, une infection pulmonaire, par exemple. Les symptômes ressemblent à ceux du coronavirus. On va devoir les hospitaliser, donc on les teste, parce qu'il faut absolument guérir ces personnes, bien sûr, mais protéger également nos personnels. Et la deuxième grande catégorie qui est testée, ce sont les professionnels de santé,
puisque on a besoin absolument d'avoir cette information-là pour renvoyer les gens à la maison, sachant qu'on sait qu'on va avoir vraiment besoin de mobiliser le personnel de santé dans les semaines à venir. Benoît de Sévelinges, vous travaillez sur la base de prédictions mathématiques. Quelle est la visibilité que vous avez aujourd'hui sur l'épidémie? À quel stade est-on et quand devrait-on atteindre le pic? Alors, c'est difficile parce que ce sont des courbes. En début de semaine, on nous annonçait une première arrivée massive de patients pour jeudi. Puis pour demain, aujourd'hui, on n'a pas de bruit de fond. On ne voit pas arriver davantage de gens, on n'a pas davantage d'appels. Ça a même plutôt tendance à diminuer. Je pense que les gens maintenant sont bien informés, paniquent beaucoup moins, puisque la plupart des gens, encore une fois, sont à domicile avec les symptômes d'un rhume un petit peu fort. Ce qui est attendu sur ces courbes-là, ce serait la semaine prochaine un premier pic épidémique avec un certain nombre, enfin un nombre important de patients. Nombre important, c'est-à-dire? Là, malheureusement, c'est impossible à dire. D'accord, vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le dire? Ah non, non, non. Enfin, on ne sait pas. Si vous voulez, ce sont des prédictions, ce sont des modèles mathématiques en fait. Ces modèles mathématiques, ils nous ont vraiment aidés à nous préparer. C'est vrai qu'ils nous ont fait un petit peu avancer l'aménagement des unités dédiées par rapport à ce qu'on imaginait. Mais ça reste des modèles. Donc des modèles qui ont été faits dans des pays où les mesures de confinement n'ont pas forcément été faites au même moment, n'ont pas forcément été respectées de la même manière, plus ou moins d'ailleurs. Donc il est difficile Enfin, je ne peux pas vous donner un chiffre parce que de toute façon, ce serait du hasard. Le souverain l'a dit dans sa déclaration hier devant le Conseil national, il a dit on soignera tout le monde à Monaco. Est-ce qu'on est en mesure réellement de le faire? On voit que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire? Est-ce qu'à Monaco, on pourra effectivement soigner tout le monde? Est-ce que vous avez le nombre de lits et puis d'appareils respiratoires suffisants? On a, par rapport à la population qu'on traite, hein, c'est-à-dire un bassin de population de 125 000 habitants, donc ça c'est notre territoire de recours habituel, pour lequel on se doit un service de santé publique. Si on se rapporte aux données que l'on peut constater en Lombardie, par exemple, qui a un système de santé assez proche, on est au-delà, légèrement au-delà du nombre de lits qui serait nécessaire. Maintenant, encore une fois, c'est difficile de prévoir le nombre exact de patients qu'on va avoir. Le problème, il est surtout sur une question de simultanéité, d'où l'importance de respecter, s'il vous plaît, les mesures de confinement. Il faut que les patients puissent arriver progressivement. La particularité de cette épidémie par rapport aux autres, c'est que les patients les plus graves restent très longtemps en réanimation. Ça veut dire qu'il sera difficile d'en accueillir beaucoup en même temps. En revanche, on peut en accueillir beaucoup sur un terme plus long. Donc, respecter les mesures de confinement et la distanciation, j'entends partout que c'est difficile, c'est vrai. Nous, on est à l'hôpital, on se prépare, on sait que ça va être très compliqué et on sait que ces mesures-là peuvent permettre de sauver des vies. Le confinement, c'est la meilleure solution, la meilleure stratégie selon vous? Est-ce que déjà ça fait ses preuves ici? C'est des modèles de traitement d'épidémie. Les épidémiologues français sont reconnus parmi les meilleurs au monde. Donc, moi, j'ai confiance dans la manière dont ces mesures ont été mises en œuvre progressivement, mais très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans d'autres pays finalement. Vous dire est-ce que ça va fonctionner ou pas, les résultats qu'on a, enfin les données qui nous arrivent de Chine, là ces derniers jours sont plutôt encourageantes. Je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, donc j'ai envie de vous dire oui, ça va marcher si les gens le respectent. Le port Comme du les masque. gestes barrières aujourd'hui, on me pose souvent la question de y a-t-il des soignants positifs? On teste beaucoup plus de soignants que d'autres gens. À ce jour, nous n'avons testé aucun soignant positif. Pourquoi? Probablement parce que les soignants ont appliqué les gestes barrières de manière très sérieuse tout de suite, parce que les soignants ont respecté les mesures de confinement en termes de zone à risque, parce qu'ils savent se servir des mesures de protection. Vous ne verrez pas un soignant avec des gants dans la rue, jamais, parce que c'est comme ça qu'on contamine les autres et c'est comme ça qu'on se contamine. On a des gants, on croit qu'on est protégé, on va toucher des surfaces contaminées et puis on va se toucher le visage et la bouche. Et voilà, on est contaminé. Je vois aussi des gens dans la rue qui portent un masque. Est-ce que c'est utile de porter un masque lorsque l'on ne fait pas partie du personnel soignant?
Alors, si on est malade et qu'on présente soi-même des symptômes, il faut porter un masque pour protéger sa famille. En confinement, sa famille, les commerçants qu'on va voir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Essayez de porter un masque pendant 2 heures sans le toucher. Vous verrez que si vous n'êtes pas soignant, si vous n'êtes pas formé à ça, vous n'y arriverez pas. Donc, vous toucherez avec vos mains qui ont été contaminées sur des surfaces, votre visage, et vous contaminerez la bouche. Le plus important, dans les mesures barrières, c'est l'hygiène des mains, c'est la distanciation et ne pas aller utiliser des mesures de protection de la mauvaise manière. Très bien, c'est très clair. Quand finalement votre enjeu, votre défi principal aujourd'hui, vous dites que en termes de lits, ça va, en termes de capacité opérationnelle, ça va. C'est quoi? C'est la disponibilité du personnel, c'est ça l'enjeu stratégique pour vous aujourd'hui? Ce sera les ressources humaines. Ce sera les ressources humaines, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité et de la durée de la crise, il est certain que nous finirons par avoir des gens qui seront contaminés, fatigués et donc moins disponibles. Donc le point limite, ce sera la disponibilité des réanimateurs, ce sera la disponibilité du personnel paramédical formé. C'est pour ça qu'on se prépare déjà depuis 3 semaines. Un certain nombre de personnes sont montées en compétences, un certain nombre de personnes sont prêtes à prendre la suite. On va pouvoir, si c'est nécessaire, mixer les équipes. Je tiens à souligner vraiment le travail qui a été effectué par les équipes, là actuellement, des urgences, de l'anesthésie-réanimation et de pneumologie. Je tiens à signaler qu'à l'hôpital, lorsque nous avons ouvert l'unité dédiée pour le coronavirus, nous n'avons eu aucun mal à avoir des personnels volontaires pour y travailler. Quand on vous applaudit, le personnel soignant, ça vous fait du bien? Alors, je ne l'ai pas entendu parce que malheureusement, à cette heure-là, je ne suis pas encore chez moi. Mais j'espère que c'est le cas parce que c'est très important. En tout cas, je peux vous dire que l'une des mesures qui a été prise récemment, donc le directeur de Carrefour qui nous a proposé des files prioritaires, c'est quelque chose qui a beaucoup touché les gens. Les signes de solidarité, c'est comme ça qu'on peut soutenir le personnel soignant. Et je ne parle pas seulement de l'hôpital, il faut parler de la ville. Les médecins de ville font un travail énorme, ils sont extrêmement sollicités, extrêmement disponibles, et eux aussi, il faut les soutenir. Merci Benoîte de Sévelinges, c'est rassurant quand je vous entends, c'est rassurant d'avoir quelqu'un comme vous au CHPG. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info. Voilà, jour 5 de confinement pour moi. Et je suis en train de devenir quiche.